peut profiter au pays. Parce que les devises ne rentrent pas et il n'y a pas de mécanisme de contrôle de l'entrée de ces devises-là. Monsieur Daniel, là, là je crois qu'on est vraiment au cœur du problème des mines au Burundi. Mais je vous avais demandé qu'est-ce que ça faisait rentrer en matière de pourcentage. Est-ce qu'avec l'or, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le café détient encore presque le monopole de la rentrée des devises dans le pays? Avec l'or, qu'est-ce que ça représente? Même si c'est en dehors des circuits officiels, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on peut se faire une idée? Oui, on peut. En fait, le secteur extractif burundais, si vous voulez bien, il existe depuis même du temps de la colonisation. Il y avait des sociétés belges qui exploitaient la cassitérite et les terres rares à Gakara. Et il y avait donc quelques rentrées, même à l'époque de la colonisation. Depuis les années d'indépendance, le secteur minier a un peu évolué. Donc, vous voyez, pas beaucoup, mais il a quand même évolué, on peut dire. Nous avons des zones, disons, où, comme le disait mon collègue, les zones comme Mabaï, qui sont des zones traditionnellement aurifères, où on exploite l'or depuis pratiquement l'époque coloniale et jusqu'à aujourd'hui. Et on peut enregistrer, il y a des années où on a pratiquement connu des productions de 4 tonnes, mais au niveau national, un peu plus de 4 tonnes d'or par an. C'est une production assez élevée et depuis, on peut dire, suivant les statistiques qu'il y a au niveau du ministère, depuis 2012 pratiquement, l'or est passé premier produit d'exportation au Burundi, avec un pourcentage de plus de 40%. On peut dire pour 2012, c'était 45,7% de toutes les exportations nationales. Donc, et à côté de l'or, il y a aussi le coltan. C'est aussi un minerai valeureux parce qu'il est utilisé pour la production des mobiles et de tout ce qui est électronique en général. Et donc, surtout ce qui est en rapport avec les télécommunications, on a toujours besoin, si vous voulez bien, du coltan. Et si on met tout le paquet, si vous voulez bien, pour tout ce qui représente minerai, on est arrivé, je crois, en 2012 à plus de 50% des exploitations nationales. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le secteur extractif passe avant, donc, comme au premier rang pratiquement de l'économie burundaise au niveau de l'exportation. Monsieur Frédéric Mavunivila, c'est quand même grave. On a le secteur extractif qui représente carrément 50% des rentrées de devises dans le pays, alors que ce n'est pas, il n'y a pas de vrai roi, c'est pas structuré. Sur le plan légal, qu'est-ce que vous constatez? Qui exploite cela? À qui profite tout cet argent? Parce que on constate quand même que c'est beaucoup d'argent. À qui profite cela? Oui, c'est beaucoup d'argent et il est difficile d'identifier si c'est tel ou c'est tel. Mais toujours est-il que l'argent, en fait, c'est cet or. Par exemple, disons, parlons de l'or. L'or qui est exploité est vendu par des individus. Et des fois, ils peuvent décider de le vendre ou de le garder. Ils peuvent décider de le vendre ici au Burundi ou de le vendre à l'extérieur. Je donne l'exemple. Si vous êtes à Nyabitsinda, Nyabitsinda c'est tout près de la Tanzanie, ou si vous êtes à Kamaramagambo. Kamaramagambo, c'est tout près de la Tanzanie, tout près juste à Kabanga. Tu peux vendre ton produit à Kabanga. Ce qui veut dire qu'on pourrait dépasser facilement les 50%, oui, parce qu'il y a beaucoup de fuites. Permettez-moi d'expliquer. Et de Kamaramagambo à Kabanga, ça fait environ 25 km au plus. C'est même moins d'ailleurs. Et considérer quitter Kamaramagambo pour Bujumbura, pour vendre ton or à Bujumbura. D'abord, tu dépenses beaucoup, et puis ça te prend du temps, et tu préférerais. Et puis le coût est inférieur à celui-là, à celui qui est pratiqué en Tanzanie. Et la sécurité. Et la sécurité, tout cela. Oui. Parce que vous avez appris des personnes qui se sont fait voler parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que quelque part, les gens préféreraient aller là-bas, faire un petit saut et retourner. Et personne ne saura qu'il a eu de l'argent. Voilà, ça devient un problème profond. Parce que dans ces conditions, ils ne paient pas les taxes dans ces conditions. Non.
il ne paie rien. Oui. Alors, deuxième élément, ça devient un vrai problème. Deuxième problème, c'est qu'il y a des exploitants illégaux. Par exemple, ici à Bubanza, il y a eu donc le site que j'ai fait visiter. Il y avait une exploitation illégale carrément. Les gens s'organisent, ils viennent le jour, ils créent des sentinelles qui observent si les policiers descendent. Et quand les policiers descendent, ils font des sifflets et les gens fuient. Et c'est quand ces voleurs obtiennent de l'or, tu ne peux pas savoir où ils le vendent. Et ça devient des fuites que le gouvernement ne peut pas contrôler. Troisième niveau de fuite, c'est au niveau des policiers. Au niveau des policiers, il y a des fuites réellement. Parce qu'ils vous diront, voilà, ça arrive à Kayanza, on a constaté que tel avait, disons, 50 kilos d'or, ça a été confisqué, mais tu ne sauras jamais quand ça a été débloqué. Oui, si c'est réellement 50 kilos. Voilà. Et tout ça, ce sont des problèmes qui se posent en termes justement de transparence. Ça se pose en termes. Maintenant, à propos de la loi. La loi, le code existe. Qui est venu remplacer d'autres lois qui existaient naguère. Mais la question qui se pose, c'est cette loi, est-ce qu'elle est connue? Pas encore. Est-ce qu'elle est pratiquée sur le terrain? Elle est ignorée sur le terrain. Parce que justement, les enquêtes que nous avons fait mener montrent qu'il y a des plaintes au niveau du respect de la loi. Ils vous diront, cette loi, nous, on l'ignore, on ne sait pas. On ne la connaît pas. Personne n'est venu nous expliquer le contenu de cette loi. Quand même, un secteur qui génère autant de sous, une loi qui n'est pas appliquée, est-ce que, quelque part, on ne peut pas dire qu'il y a un manque de volonté politique? La loi ne date pas, ça date de 2013. C'est ça de 2013. Mais donc, les enjeux qu'il y a... Ce sont des enjeux très sérieux. En fait, quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est que le ministère de l'énergie et des mines ne parvient pas à organiser ce secteur. Et surtout, essayer de multiplier les observations sur le terrain. Les agents ne sont pas assez nombreux pour être partout, pour constater ce qu'il y a et amener des rapports au niveau central pour que le ministère puisse comprendre exactement ce qu'il y a. Il y a quand même des associations qui ont des licences. Dernièrement, une radio locale a fait des enquêtes comme quoi il y aurait une ou deux associations qui avaient pratiquement le monopole autour de l'or. Qu'en est-il des associations? Oui. Il existe une vingtaine d'associations qui existent dans le domaine, par exemple, de l'or. Alors, qu'est-ce qu'il y a au fond? C'est que ces associations sont dominées par des grands. Il y a une association, il y a des coopératives aussi. Alors, au niveau des coopératives, c'est question de part. Ça veut dire qu'il y a un magnat qui vient organiser une coopérative autour de lui et il apporte beaucoup de parts et d'autres viennent avec de très petites parts. Et celui qui devient patron. Alors ça devient une machine qu'il exploite, qu'il gère, qu'il fait traire. Il gagne beaucoup d'argent. Et ça devient un vrai problème. Alors justement au niveau des propositions, je propose qu'il y ait de vraies coopératives où il y a atomisation des parts pour que tout le monde puisse accéder à la gestion de cette manne terrestre, je l'appelle ainsi. Et comme cela, avec cela, on est sûr que ça devient une propriété de la population. Deuxième élément par rapport à cela, ces coopératives vendent cet or au comptoir. Le comptoir, c'est un individu, n'est-ce pas? C'est son argent. Alors que si une coopérative était autorisée à vendre de l'or à l'extérieur, au moins ce n'est pas un individu, c'est une organisation qui a des assises au Burundi, qui peut être contrôlée. Et avec cela, je crois que ça viendrait corriger cette question, ce problème qu'on constate sur le terrain, où des personnes étrangères peuvent partir avec leur or et ne plus retourner, ou des Burundais, comme des individus, ils vont vendre de l'or, ils empochent les devises et ils rentrent au Burundi, se taisent. Mais quand c'est une organisation, quand c'est une coopérative qui est suivie et qui est contrôlée à l'intérieur comme de l'extérieur, je crois que ça peut venir corriger quelques avatars que nous constatons dans le domaine. Ok, monsieur Daniel, finalement, tout ce qu'on voit, ce n'est pas un secteur très organisé. Chacun creuse là où il se trouve. Et finalement, est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a pas d'études exploratoires, il n'y a pas d'études de préparation, tout le monde creuse partout, et quelle est la conséquence par rapport à ça, et quelle est la situation par rapport à ça, et qu'est-ce qu'on risque avec ce système anarchique d'exploitation de l'or, et qu'est-ce qui est prévu normalement? Vous avez tout à fait raison. En fait,
Ce qu'on pratique aujourd'hui au niveau de l'exploitation de l'or, c'est ce qu'on appelle les mines artisanales. Ce sont de petites mines, de petites entités économiques, si vous voulez bien, souvent pas organisées elles-mêmes. Et ils creusent ici, par exemple, aujourd'hui. Un mois après, vous les trouvez à 50 mètres de là. Donc, ce sont des gens qui sont, comme il le disait, très difficiles à maîtriser. Et le ministère, si vous voulez bien, a tenté de pratiquement changer cela en exigeant la création de véritables coopératives minières qui seraient plus ou moins organisées et auraient un organigramme bien connu. Mais disons que ça figure dans la politique actuelle du gouvernement que les exploitations artisanales, comme on le fait aujourd'hui, soient totalement bannies et que ça soit remplacé par des coopératives minières véritables, enregistrées au niveau du ministère de l'Énergie et des Mines. Ça figure au niveau du code minier. Alors, la mise en pratique, bien évidemment, sera difficile aussi. Parce que, comme il le disait, au niveau du ministère de l'Énergie et des Mines, ils n'ont pas suffisamment de gens pour pratiquement suivre, même pas au jour le jour, du moins périodiquement, suivre ces exploitations-là. Mais il y a peut-être une lueur d'espoir, c'est que on était à Banga il y a 2 semaines, je crois, on parlait du règlement minier, donc les régulations, si vous voulez, minières, qui seraient des textes d'application de cette nouvelle loi minière. Et là, on a dit qu'on va faire une restructuration du ministère et qu'il y aura absolument création de ce qu'ils appellent les antennes provinciales des mines et des carrières. Parce qu'on a parlé que des mines, mais souvent aussi à côté, il y a des carrières qui sont gérées un peu n'importe comment et pratiquement, il n'y a personne qui suit ça au niveau de l'intérieur. On le fait peut-être tout près ici à Bujumbura pour les grandes carrières, mais sinon ailleurs, ils font ce qu'ils veulent pratiquement. Et si on crée ces antennes régionales, provinciales, on peut dire que probablement ils pourront suivre les zones, disons, minières où on trouve beaucoup de produits carriers. Ils pourront passer régulièrement et alors on peut suivre la production et faire payer aussi les recettes au niveau de l'État. Donc on peut dire qu'il y a un petit espoir quand même. Autre défi, vous êtes ingénieur, sûrement que c'est aussi votre domaine. Comment peut-on exploiter, même si on dit on a le nickel, on a beaucoup de réserves, mais sans énergie, sans transport, comment peut-on se dire que ce secteur peut nous rapporter finalement? Là, vous touchez vraiment la question sensible et essentielle même de notre pays. C'est le manque d'énergie, le manque d'infrastructures en général. Ce n'est pas seulement l'énergie, c'est aussi les chemins de fer, c'est aussi les routes. Il n'y a pas suffisamment de routes. Si vous allez, monsieur, je crois, Bambougnyumvila a visité le pays, il a vu certaines mines, donc les petites mines artisanales. Souvent, il n'y a même pas de voie d'accès. Donc, et c'est pratiquement ingérable. Dans un monde moderne, on ne peut pas gérer une mine où on n'a même pas accès pratiquement. Donc ça devient difficile. Alors, on peut dire que le grand déficit que nous avons, c'est le déficit énergétique, le grand problème que nous connaissons. Pour les mines, les grandes mines comme le nickel de Musongati, donc les mines qu'on pourrait appeler industrielles, c'est surtout le manque d'infrastructures. Alors pour ces petites mines-là, si les coopératives sont organisées, il y aurait probablement aussi au niveau des contraintes, disons, du ministère, dit voilà, comme maintenant vous êtes une coopérative bien organisée, tracez au moins la voie qui accède ou qui permet l'accès à votre mine. Comme ça, oui. Et le ministère devrait aussi, je crois qu'il va le faire aussitôt qu'il aura les moyens, devrait pouvoir encadrer ces exploitants. Parce qu'aujourd'hui, réellement, ils font un peu du n'importe quoi, ils ne sont pas encadrés. Ni financièrement, ni humainement, si vous voulez. Il n'y a pas d'appui, disons, de gens du ministère qui viennent dire, écoutez, vous devriez peut-être appliquer telle ou telle méthode d'exploitation parce qu'il y en a plusieurs. L'exploitation devrait être quelque chose de rentable. Or, aujourd'hui, ils foncent dans le sol sans savoir s'ils vont trouver quelque chose. Même pour l'or, on peut creuser pratiquement pendant 6 mois. J'ai rencontré des gens à Mabaye